J'avais pensé qu'on allait arriver à la situation de devoir vous parler, effectivement protégé. Or, oui, je me protège. J'ai des plans très ambitieux pour la semaine prochaine. Donc, vraiment, je me protège. Donc, comme on a loin même de Françoise et Daniel, merci d'être avec nous. C'est de l'ordre du miracle entre crise Covid, confusion d'horaire, de lieux, fermeture de la mairie par une raison d'élection. Et surtout, je revenais d'un endroit tout à l'heure, voir la quantité de voitures, de police, de policiers, etc., qui nous entourent. Je me disais, ça me fait penser à des sombres moments de mon histoire au Brésil et ailleurs, Chili, etc. Heureusement, on est bien loin de ça, nous ne faisons pas des amalgames banals, mais comme image, moi je travaille beaucoup avec les Européens, alors comme image, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Je sais, nous sommes là entourés. Est-ce que peut-être il y aura des policiers qui vont venir? Qu'est-ce qu'ils font ces gens aux têtes opprimées, cachés là, etc., etc. Ce qui fait dire, sans amalgame avec des choses beaucoup plus sérieuses que ça, merci aux résistants, aux artistes, aux artistes et tous qui sont là pour participer de ces moments d'échanges, de rencontres, d'hommages, de plaisir. Voilà, on résiste. On continue à faire de l'art, de la culture, faire de ça, démontrer avec ça notre volonté d'être vivant. Voilà, nous sommes vivants, nous sommes vivants. À vous. À nous deux. Je peux me masquer maintenant. Oui, à nous deux. Merci Louis. Merci de nous accueillir. Alors, je crois que le théâtre de l'Opprimé porte bien son nom, parce qu'effectivement, c'est le deuxième hommage. L'an dernier, vous le verrez tout à l'heure, il y a eu un hommage à Tardieu, mais en vidéo, qu'on va visionner tout à l'heure. C'était Finissez vos phrases avec Judith Magre. Alors, Judith Magre n'est pas là parce qu'elle joue, et je vous le recommande vivement, Une vie allemande au théâtre de Poche. Et elle avait peur, effectivement, elle aussi, du Covid, puisque vous savez qu'elle a fêté ses 95 ans quand même au mois de novembre. Et ensuite, Brigitte Fossé est également au fond de son lit avec pas le Covid, mais une bronchite, Pierre, oui, c'est ça. Pierre Fesquet, qui devait jouer avec elle, fera sa carte blanche tout seul, mais merci Pierre d'être venu. Pensez avec elle parce qu'elle penserait pas à vous. Bon, ben écoute. Tu joueras les trois. Voilà. Pierre, Judith. Voilà, il va remplacer tout ce beau monde. Et merci Pierre d'être venu d'Orléans. Malgré tous ces problèmes, on finit par se dire qu'Orléans est très loin. Enfin, c'est difficile. Alors, mais Daniel Mesguich, tout le monde le connaît, mais c'est vrai qu'après la mort de Michael l'an dernier, on s'est retrouvés effectivement un peu tous orphelins, comme dirait Tardieu, et nous les orphelins, qu'allons-nous devenir? Balthazar le sait, ça. Effectivement, je pense qu'il y a eu des moments un peu difficiles dans notre trio, puisque c'était Daniel, Judith et Michael, les trois piliers les trois mousquetaires. Moi j'étais Milady, de temps en temps. Voilà. Tu étais les quatrièmes. Non, j'étais Milady. Je suis marquée au fer rouge par Tardieu. Bon, alors voilà l'histoire. Alors, ça devait avoir lieu dans la mairie du 12e, où il y avait des fresques, effectivement, coloniales, de l'ancienne exposition coloniale de 1931. Il y aura des textes de la lettre d'Hanol, et je me suis aperçue que l'Indochine revenait en force dans la littérature, avec un livre très médiatisé de Pierre Lemaître, qui, dans sa saga, a trouvé qu'un de ses héros était réfugié en Indochine. Alors, il en a parlé encore hier à la télévision, donc je suppose que c'est revenu en force. Effectivement, je pense à mon amie Marie-Josée Combe, qui est ici et qui est née
À quel endroit, Marie-Josée, au Vietnam? À Dalat. Donc merci d'être là. Jean-Pierre Anne aussi, qui représente le Vietnam. Je ne sais pas où il est, Jean-Pierre, mais il est là. Donc ce sont des personnes, des personnalités qui ont vécu le Vietnam de l'intérieur. Hein, ça c'est important qu'elles soient là. Et ensuite, j'ai pensé aussi à Éric Vuillard, un autre romancier, qui a parlé d'un film, je ne connaissais pas, un film des Frères Lumière de 1900, qui s'appelle « Enfants anamites ramassant des sapèques devant la pagode aux dames ». Et on voit des dames en crinoline qui jettent des pièces aux petits enfants anamites d'un air un peu dédaigneux et arrogant. Donc je pense que c'est bien de dire que Tardieu, en 28, a été un des premiers à défendre finalement la culture vietnamienne. Il a été le premier, avec Roger Martin Lugat, à dénoncer un colonialisme qui ne lui convenait pas. Alors, Daniel, c'est à Daniel que je vais donner la parole parce que cette soirée tourne autour de Daniel, de sa personnalité. Alors, sa personnalité est fracassante. On la connaît, Daniel, t'inquiète pas. Je l'ai baptisé le capitaine Fracasse parce qu'il va donner au mois d'octobre au théâtre de l'Épée de Bois au Déjazé, place de la République, pour ceux qui connaissent ce magnifique théâtre que j'aime beaucoup. Effectivement, il va donner le capitaine Fracasse, et qu'il a lui-même adapté à sa sauce, on peut dire ça comme ça. En tout cas, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. En tout cas, un capitaine Fracasse fracassant, où il va convoquer, si j'ai bien compris, il va me gronder parce que j'ai du mal à comprendre, mais il va convoquer les grandes figures du théâtre, un peu comme Tardieu l'avait fait dans ce dialogue d'outre-tombe, quand il faisait tourner les tables avec sa mère. Tu te souviens? Chez Philippe Adrien, on avait convoqué comme ça les morts, et Victor Hugo aussi a su le faire. Bon, bientôt on va le faire ici aussi, oui. On va faire tourner les tables. Voilà. On va faire tourner les salles de théâtre, peut-être, c'est encore plus intéressant. Ça serait plus intéressant. Voilà. Donc, Daniel, tu nous dis un peu, grâce à Daniel, cette fois-ci, vous allez avoir la joie de voir des acteurs amers, je pourrais dire, des acteurs jaillissants, des acteurs qui ont la pêche, les acteurs qui aiment le théâtre et la vie. Et donc, Daniel va les présenter. Et il va nous parler de son école, peut-être aussi, non? Non, je ne ferai pas de pub. Il y a une école qui s'appelle le Cours-Mesquiche, en toute modestie, et il y a quelques jeunes acteurs, à mon avis, très prometteurs. Et là, vous allez donc en voir 5 qui vont jouer 2 fois une scène de Jean Tardieu, tout simplement. Alors, ils vont commencer le spectacle et terminer le spectacle. Il s'agit de Selma Roche, de Léna Magnin, de Chêne Masquida, de Louis Astier et de Laurine Nével. Voilà, bravo, on leur dit bravo. Debout. Lorsque nous arrivâmes dans l'archipel sans nom, ainsi nommé car nul navigateur n'avait réussi à le découvrir, nous nous trouvâmes, à notre vive surprise, en présence d'une civilisation fort avancée. Des villes toutes neuves, grâce à de fréquents bombardements, des citoyens libres, grâce à une police omniprésente, un gouvernement solidement établi sur l'instabilité des opinions, bref, toutes les conquêtes du progrès. Cependant, mis à part cette ressemblance essentielle avec la vie de nos sociétés, tout, dans les mœurs de ce pays, nous déconcertait grandement. Il semblait qu'un malin génie se fut amusé à faire de nos coutumes une absurde salade, en amenant les citoyens de ce pays à prendre une attitude pour une autre, un geste pour un autre. Nous fûmes d'abord vivement surpris par ces usages, puis, peu à peu, aidés par la bonne grâce de nos hôtes,
nous nous y habituâmes, au point que, pour ma part, je servis dans la marine du pays où je parvins au grade d'amiral et demeurai plus de 20 ans. De retour dans ma patrie d'origine, je ne sais plus très bien pourquoi les gens de chez nous se serrent la main quand ils se rencontrent, enlèvent leur chapeau quand ils franchissent une porte, ou se frottent les uns contre les autres au son de la musique. Nous avons reconstitué pour vous une de ces soirées dans l'un des salons les plus distingués de l'archipel sans nom. Quelques jours auparavant, nous avions reçu un carton ainsi libellé. Madame Dax de Saint-Issibat vous propose d'assister à la soirée qu'elle donne dans l'un des théâtres les plus prestigieux de la ville, le théâtre de l'Opprimé, aujourd'hui, le 27 janvier, à 16h. On pourra tousser. Tous
Aussi loin que je remonte dans ma famille, je retrouve la mer, toujours la même mer. La mer salée, la mer partout, la mer à tous. C'est pourquoi la mer est ma mère, la mer est ma grand-mère, la mer est ma grande sœur, la mère est la sœur de mon oncle, et la mère de mon frère, et le frère de ma mère est la grande sœur de mon grand-père. Tous mes aïeux ont couru sur la mer. Dieu, que c'est mauvais! C'est absolument mauvais! Et comme c'est mal écrit, mal composé, ne trouvez-vous pas? J'ai rarement entendu un aussi vilain poème. C'est stupide, cela n'a aucun sens. Oh, Quelle horreur, quelle merveilleuse déception. Craquez, je vous prie. Craquez, je vous prie. Craquez, je vous prie. Quel prix? c'est l'une des réceptions les plus merveilleuses qui m'ait été donnée d'assister. Endive? Endive. Quelle élégance en tout style! Le salon de Madame Dax ici-bas est l'un des salons où l'on claque tous le mieux du monde. Ma chère amie, avez-vous assisté au concert de la Société Harmonie? Oh là là! Ce fut une soirée inoubliable. Quel succès! Il était impossible d'entendre quoi que ce soit dans le public manifester son admiration. Oh là là! Nous n'avions plus vu chose pareille depuis ce fameux récital de piano où le pianiste a dû cesser complètement de jouer. Petit pan, grande endive. Lorsqu'il est perdu de reconnaissance et d'émotion, oh là là! Ce virtuose incomparable s'est enfui dans la coulisse. La reconnaissance avait pris des proportions du délire. Et le public est entré dans la scène. Le public a escaladé la scène en un clin d'œil et a littéralement pulvérisé le piano. C'était là qui l'emporterait en souvenir, une toux d'ivoire, une corde, une pédale. J'ai un ami qui a eu la chance d'emporter 3 touches blanches et 2 noires. Oh, c'est la preuve d'une grande passion pour la musique. César, faites passer le plateau, je vous prie. Une baudruche, chère madame. Ah, volontiers. Une baudruche, amiral. Non merci, j'ai arrêté. Une baudruche, madame. Oh, merci. Une baudruche, madame à moustache. Ah, vous nous gâtez, cher ami. Il y a longtemps que je n'avais pas soufflé avec autant de plaisir. Non, mais ces baudruches sont délicieuses. Je les fais venir de la montagne. Un petit artisan qui ne travaille que pour nous. Regardez comme celle-ci est belle. On dirait une baudruche de mariage. Ou de baptême. C'est une bien grande preuve d'amitié de ces baudruches. Vous êtes trop aimable, cher ami. Hélas, depuis la mort de mon mari, j'ai complètement renoncé à souffler. Pauvre cher ami, comme je vous plains. Cela doit vous manquer terriblement. Pour moi, je ne saurais m'en passer. Je souffle même en voyage. Dites-moi au moins. Vous plumez. Volontiers, cher poète. Voici. Cela ne vous sert pas une bonne baudruche. Vous avez une plume d'une délicatesse. Est-ce avec celle-ci que vous écrivez? Non, c'est ma plume de Saint-Marie. Et si nous faisions un peu de gymnastique? Quelle excellente idée! Oserais-je dire que j'attendais impatiemment cette proposition? C'est une bien grande preuve de santé que la gymnastique. Ah, mes chers amis, veuillez ôter vos chapeaux. Je vous prie, nous commençons à l'instant. J'espère que notre cher César consentira à diriger les mouvements de notre petite esclave. Mais avec plaisir, chère madame. Mesdames, messieurs, êtes-vous prêts? Et 1, 2, 3. Que pensez-vous de la situation politique? Je pense que le gouvernement va tomber et sera remplacé par un autre demain. C'est une bien grande preuve du gouvernement que de tomber. Avez-vous lu le dernier livre de Motus? Je pense que c'est un livre qui vient d'apprendre. Que voulez-vous dire? Il vient d'apprendre
Nous ne voulons pas abuser, c'était merveilleux. À la porte, 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 à la porte. Mais avant que je m'en aille, vous accepterez bien, n'est-ce pas, de donner un petit quelque chose? Bien sûr, non, bien sûr. Je vous en prie, César, prenez les souvenirs. Pour la pauvre mère de madame, pour la pauvre mère de madame, pour la pauvre mère de madame, pauvre mère, merci. Merci encore, cher ami, pour toutes ces merveilleuses attentions. Je ne veux pas vous laisser partir sans vous dire combien j'ai été charmé de votre soirée. Je pense être l'interprète de tous vos invités qui se feront un plaisir de dormir chez vous ce soir pendant que vous serez dehors. Nous souhaitons tous qu'une pluie rafraîchissante vous permette de passer une agréable soirée sur le seuil de votre maison. C'est si galant. Merci et à très bientôt. Oreiller, couverture, oreiller, couverture, oreiller, couverture, oreiller, couverture. Petit homme, tu pleures, je connais ton chagrin. Quelqu'un t'a cassé ta belle auto. Ton ami Jean-Pierre t'a gagné tes billes. Papa t'en rachètera bientôt. Petit homme, c'est l'heure de faire dodo. Bien maintenant, un petit clin d'œil. Attendez, je crois que le petit clin d'œil à quelqu'un. Ah, ça y est. Petit optimisme. Dès le matin, j'ai regardé par la fenêtre. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu passer des enfants. Une heure après, c'était des gens. Une après, des vieillards tremblants. Comme ils vieillissent vite, pensais-je. Et moi, qui rajeunis à chaque instant. Oh. La mouche et l'océan. Et la mouche se balançait au-dessus d'un océan. Tout à coup, elle se sentit prise dans du froid. Moralité, il faut toujours faire attention.
interview est écrite à l'écrivain Roger Martin Dugard en 1928. Donc c'est un aspect grave, c'est l'accent grave de notre soirée. Le 30 janvier. On m'entend bien? Oui. Voici une amusante entrée en matière. J'ai eu ce matin une conversation littéraire tout à fait amicale avec mon ancien commandant qui s'en va et le nouveau qui vient d'arriver de France, qui se nomme Aimé, et dont le frère Marcel Aimé vient de faire paraître à la NRF un roman intitulé Aller-retour. Il vient prendre la direction du service des renseignements à l'état-major et sera mon chef direct. Et ceci vous apprend que je suis secrétaire d'état-major. Le hasard a voulu que je fusse plus heureux encore que je ne l'espérais. Il y a 2 mois, 1 mois après mon arrivée, lorsque j'ai été appelé, j'étais persuadé que je serais envoyé au centre d'instruction des élèves officiers à 40 km d'ici. Dans un magnifique pays vallonné, vaste plateau borné au nord par la splendide chaîne des monts Bavi. J'aurais mené là une vie saine mais très fatigante, surtout l'été, exercice, marche de 20 km par 32 degrés à l'ombre, plus la théorie à outrance, le par cœur des examens, etc., etc. Mais enfin, j'étais habitué à cette idée, aussi fût-ce pour moi une surprise presque désagréable, lorsqu'au conseil de révision, alors qu'en France j'avais été pris bon pour l'active, on trouva que je n'atteignais pas le rapport réglementaire que l'on établit entre le poids et la taille. Il me manquait 10 kilos, soit 1 kilo pour chacun des 10 derniers centimètres de ma tête. Je dois dire que, tandis que le major hésitait sur mon sort, je n'ai pas, étant peu guerrier de nature, cherché à l'influencer du côté actif. Et je bénis à présent cet absurde rapport poids-taille qui me vaut de couler des jours heureux dans un beau jardin. Le quartier général entouré de chefs charmants, pour la plupart lettrés et grands lecteurs de la NRF. J'ai donc été versé dans l'auxiliaire, puis en tant que simple soldat ayant reçu une certaine instruction, affecté définitivement au QG comme secrétaire d'état-major. Pendant que j'attendais cette affectation, je n'ai donc passé qu'1 mois au camp du 9e colonial, et cela m'a suffi pour avoir un aperçu d'une catégorie de gens bien intéressante à étudier. Je veux parler des soldats de métier, aussi hideux, aussi magnifiques, que devaient l'être les mercenaires de l'Antiquité, les soudards de la Renaissance ou les soldats de l'an 2. À présent, je n'ai guère l'impression de vivre la vie militaire. Je vais à un bureau de 8h15 à 11h15 et de 2h à 5h15 et c'est tout, dispensé de tout exercice, excepté du maniement de la machine à écrire. Après 3 mois de séjour, je ne connais encore absolument rien du peuple tonkinois, de sa manière de réagir, de sa pensée, de ses coutumes. Et je crains bien de repartir l'an prochain sans en savoir plus long. Tous les efforts que je tenterai pour être affable, bienveillant, souriant, et pour inspirer confiance à mes interlocuteurs anamites, ne pourront leur faire oublier que je suis l'usurpateur, le conquérant, surtout, hélas, portant l'uniforme du brutal soudard d'Europe. Ils se tiennent perpétuellement cachés au fond d'eux-mêmes, et leur extrême courtoisie, la déférence exagérée, horriblement gênante, qu'ils manifestent à l'égard des Français, ne sert, j'en suis certain, qu'à les écarter davantage de nous. Je crois qu'il n'y a aucun remède possible à cela. Chaque peuple
n'a-t-il pas une tendance, lorsqu'il pense à un autre peuple, à se le représenter d'une manière globale, synthétique, rapide, généralement fausse, sans songer aux différences considérables qui peuvent exister au sein de ce peuple étranger entre tel et tel groupe, entre tel et tel membre. C'est ainsi qu'un Français dira « les Allemands sont ceci, cela », sans songer aux dissemblances incalculables qu'il peut y avoir entre tel et tel Allemand. Ainsi, je suis bien certain que la première impression que les Indochinois ont eue des Français au moment de la conquête subsiste et ne s'effacera pas, tant que nous serons ici des colons. On aurait beau leur dire, leur jurer, que l'on n'a pas les mêmes opinions que les vrais colons, que l'on a le plus sincère désir de gagner leur affection, de les étudier, de les comprendre, dans un but désintéressé, je vois bien comment ils répondraient. Ils souriraient d'un air ravi, vous remercieraient avec une rare politesse de ces bonnes pensées, mais resteraient, quoi, fermés, et peut-être plus défiants que jamais. On demeurerait à leurs yeux le français, c'est-à-dire l'usurpateur qui ne peut manquer de cacher derrière ses paroles flatteuses quelque arrière-pensée de lucre, de domination. Ceux des Français qui sont ici, d'authentiques colonisateurs, installés depuis 30 ou 40 ans, ne veulent pas reconnaître cela. Ils se bouchent les oreilles, ferment les yeux et continuent à traiter ce peuple extraordinairement fin et racé de race inférieure ou autre stupidité semblable. Mais il faut avoir la sensibilité bien émoussée, bien durcie, par le climat ou par le respectable sentiment d'une mission civilisatrice à remplir, pour ne pas flairer autour de soi cette atmosphère non pas hostile, pire que cela, exactement, absolument silencieuse, impersonnelle, comme si l'approche d'un Français avait le pouvoir d'éteindre à 50 mètres toute lueur de liberté, d'authenticité sur le visage d'un indigène. Et celui-ci serait-il un grand mandarin, fier de perpétuer une lignée qui remonte jusqu'à la naissance du ciel et de la terre, si un Français engage avec lui une conversation, le mandarin, au lieu d'exprimer sa propre pensée, cherchera à deviner celle de son interlocuteur, afin d'être toujours du même avis que lui. Manque de dignité? C'est tout le contraire, à mon avis. Une manière à la fois de garder pour soi ses pensées profondes et de manifester pour soi-même sa supériorité, son orgueil, la vraie supériorité, celle de la déférence polie, de la condescendance. Comment ne pas reconnaître là le procédé dont on use envers un fâcheux, agaçant et bavard? On se hâte d'être de son avis afin d'être plus vite débarrassé de sa présence. Tout ce que je vous dis là est peut-être faux. Je vous offre ces hypothèses pour ce qu'elles valent. Il n'est pas facile de comprendre la pensée et les intentions de gens aussi différents de nous que les extrêmes orientaux. Mais je crois être assez bien placé actuellement pour tenter, à partir de certains faits, quelques généralisations timides et prudentes. Je m'efforce du moins de ne jamais me former une opinion sans songer à l'opinion contraire. En corrigeant sans cesse à tout propos l'une par l'autre, peut-être arriverai-je à voir un peu plus clair et à revenir de mon voyage avec quelques remarques précises qui pourront me servir un jour. C'est une des plus belles acquisitions que je puisse faire ici. Mais voilà, jusqu'à présent, je n'ai justement jamais pu préciser aucune pensée. Et je fais le malin à vouloir présenter comme une méthode ce qui n'est qu'une déplorable instabilité d'opinion et d'humeur. « 24 janvier. Pour être conséquent avec mon inconséquence, soudain je me demande, peut-être est-il vrai que le peuple adamite est plus heureux depuis que nous le protégeons. Un peu à la façon dont Arnolphe protège la jeunesse d'Agnès. Les différences effrayantes de fortune qui existaient entre les diverses castes du vieil empire s'effacent un peu. Un anamite, petit employé dans une administration française, est certes plus riche, plus libre, plus heureux que s'il était scribe au service d'un mandarin. Et la médecine, c'est un fait que les épidémies, les maladies diminuent. La population anamite augmente, d'après les statistiques, dans des proportions considérables. Et il est vrai que le moindre paysan, s'il est malade, peut, au lieu d'ingurgiter des remèdes empiriques qui le tueront rapidement,
se faire soigner gratuitement par un bon médecin français. Mais voilà justement le problème. Un homme est-il plus heureux de servir un maître doux et bienveillant, mais qui est un étranger, qui ne le comprend pas, que de recevoir les coutumiers coups de rotin d'un maître cruel, mais qui est de la même race, qui a les mêmes coutumes, qui parle la même langue que sa victime? Et n'est-il pas plus doux de mourir d'un remède qui a successivement tué tous ses ancêtres depuis 100 générations, que de guérir dans un hôpital étranger, dans une atmosphère qui choque toutes vos habitudes de penser, de voir? Il y avait peut-être un moyen de collaborer avec ce peuple, de le diriger sans rudesse, en cherchant à aller dans son sens, et non à le ramener à soi, de ne pas lui faire sentir la férule, de gagner sa confiance. Mais il aurait fallu énormément de tact et d'intelligence, une bonté sans mollesse, une volonté d'adaptation que les gens n'ont pas eue. Il fallait envoyer ici non les médiocres, les moyens, mais les meilleurs parmi les hommes d'action et les administrateurs. Combien de points de vue faux, combien d'erreurs n'a-t-on pas fait avaler de force à ces gens? Il est triste de penser qu'il n'y a presque plus en Indochine d'école où l'on apprenne les caractères, que le souvenir spirituel et artistique de la Grande Chine, qui dans la culture annamite jouait le même rôle que l'antiquité gréco-latine chez nous, se perd peu à peu, et qu'à la place de tant de spiritualité, de tant de noblesse intellectuelle, on a fait entrer dans le cerveau des enfants tout ce que la démocratie des Homais a de plus médiocre et de plus terne. Mais pour revenir au sujet de la société hanoïenne, celle-ci m'offre en outre l'occasion de pouvoir étudier facilement les petits et grands rouages de la vie. Tout ce qui, en effet, aux yeux d'un Parisien non gouvernant mais gouverné, reste caché et mystérieux, se peut lire ici à découvert comme étalé sur une table d'opération. Les quelques milliers de Français qui y administrent le pays et leurs subalternes indigènes forment un organisme complet. Une France en miniature où chaque organe se trouve en raccourci représenté. Il y a un gouvernement avec son chef, ses ministres, ses départements. Malheureusement, pour prendre goût sans arrière-pensée à la contemplation de cette machine souterraine, il faudrait pouvoir oublier que le jeu s'exerce aux dépens d'un vaste peuple qui le supporte sans l'admettre avec enthousiasme et semble nourrir sourdement sous sa condescendance ennuyée l'espoir tenace, patient, presque mystérieux de voir un jour sauter en l'air le joli jouet. Autant que possible, ne pas mêler ces deux mondes si différents. Cela attriste l'âme, comme tous les produits hybrides et mal équilibrés. Voilà, mon cher, ma vie et mon programme. C'est fini. Bon, alors on va voir maintenant, on va faire un hommage à Judith Mal qui n'est pas là, et donc, et Pierre Président est là. Donc, Pierre, peut-être il est là. Bon, très bien. Alors, on regarde cette courte vidéo de Finissez nos phrases. Finissez vos phrases ou une heureuse rencontre de Jean Tardieu. Monsieur A et Madame B, personnages quelconques, mais pleins d'élan, comme s'ils étaient toujours sur le point de dire quelque chose d'explicite, se rencontrent dans une rue quelconque, devant la terrasse d'un café. Oh, cher ami, quelle chance de vous... Très heureuse, moi aussi. Très heureuse de... Vraiment, oui. Comment allez-vous depuis que... Depuis que? Eh bien, j'ai continué, vous savez, j'ai continué à... Comme c'est... Enfin, oui, vraiment, je trouve que c'est... Oh, n'exagérons rien.
C'est uniquement, je veux dire, ce n'est pas tellement. Pas tellement, vous croyez. Du moins, enfin. Oui, je comprends, vous êtes trop, vous avez trop de... Mais non, plutôt pas assez. Taisez-vous donc, vous n'allez pas nous... Non. Oh, je n'irai pas jusque-là. Mais au fait, puis-je vous demander où vous... Mais pas de... Non, rien. Je vais jusqu'au... pour aller chercher bon, puis je reviens à la... Me permettez-vous de... Mais, bien entendu, nous ferons ensemble à bout d'eux. Parfait. Alors, je vous en prie, veuillez passer par... je vous suis. Mais à cette heure-ci, attention, oh... Vous avez bien raison. C'est pourquoi je suis toujours très... Je pense encore à mon pauvre. Il allait comme ça, sans, ou plutôt avec, et tout à coup, voilà que... Oh là là, brusquement, parfaitement, c'est comme ça que... Oh, j'y pense. Lui qui, avoir eu tant d'eux, et voilà que plus... Et moi je... Pauvre cher, pauvre lui, pauvre nous. Hélas, oui, voilà le mot, c'est cela. Attention, voilà une. En voilà une autre. Oh, que deux. Ici, pourtant, on dirait que... Eh bien, quelle chance. Sans vous, aujourd'hui, Vous êtes vraiment trop... Mais si vous n'avez pas, ou plutôt, si vous avez, puis-je vous offrir un... Volontiers. Ce sera comme de nouveau, si... Pour ainsi dire, oui. Tenez, voici justement un... Asseyons-nous. Tenez, prenez cette. Êtes-vous bien? Très bien, merci. Je vous... Garçon! Que désirez-vous, cher? Ce sera? Là. La même chose que... En tout cas, même couleur que... Bon, compris. Et pour monsieur? Non, pour moi, plutôt la moitié d'un... Vous savez? Oui, un demi. D'accord. Tout de suite, je vous... Cher, si vous saviez comme depuis longtemps... Vraiment? Serait-ce depuis que... Oui, justement, depuis que... Mais comment pouviez-vous... Oh, vous savez, je devine que surtout quand... Quand quoi? Quand quoi? Eh bien, mais... Quand? Est-ce possible? Lorsque vous m'aimiez, vous saurez toujours que là... Je vous crois, cher. Je vous crois parce que je vous... Oh, vous allez me faire... Vous êtes un grand... Non, c'est vrai, je ne puis plus me... Il y a trop longtemps que... Ah, si vous saviez, c'est comme si toujours... Enfin, aujourd'hui, voici que vous, que moi, que nous... On n'est pas si fort. Grand, on pourrait nous... Tant pis pour... Je veux que chacun, je veux que tous, je veux que tout le monde, oui. Mais non, pas tout le monde. Seulement nous deux. C'est vrai, nous deux, comme c'est... Tel quel. Nous deux, oui, mais vous seul. Non. Moi, vous, moi. Boum, voilà. Madame, pour monsieur. Merci, combien vous... Mais c'est écrit sur le... C'est vrai, voyons, bien. Bon, mais je n'ai pas de... Tenez, voici un... Et vous me rentrez là. Je vais vous en faire. Minute. Cher, puis-je vous... Chérie? Si tu... Oh, le si-tu. Ce si-tu. Mais si tu quoi? Si tu... Chérie. Mais alors, n'attendons pas, partons sans. Allons. Voyons, chérie, soyez moins, soyez plus. Voici votre. Des 5 et 15 qui font 1. Merci, tenez pour vous. Merci. Chérie, maintenant que
Maintenant que jamais, ici plus qu'ailleurs, n'importe comment, parce que si plus tard, bien qu'aujourd'hui, c'est-à-dire en vous, en nous, voulez-vous que par ici? Si cela vous, moi aussi. Oh maman. Je vous, à moi, à vous, à moi, tu. Ils sortent. Pierre, on va se donner carte blanche. Alors, Pierre Fesquet, on le remercie maintenant qu'il est ici, en chair et en os. Merci beaucoup, Pierre. Donc, Pierre Fesquet devait venir aujourd'hui avec Brigitte Fossé et Judith Mag, donner un mot pour un autre, mais ça sera pour le 27 janvier 2023, comme là. Voilà. Donc, dans un an, on se retrouve avec Pierre et ses deux charmantes dames, du moins je l'espère. Voilà. Et puis, du coup, Pierre, on lui donne carte blanche, à lui tout seul. Voilà. Et alors, on aborde maintenant le versant, l'accent aigu, avec le professeur Freppel, qui sera suivi par des jeunes filles et un jeune homme, Balthazar, etc. Voilà. Donc, on continue. Alors, je vous propose une petite leçon sur Molière. Nous avions fait ce choix avec Brigitte, puisque c'est l'année Molière. Aucun sur cette terre, pour les dames Jean-Baptiste, pour l'éternité Molière, est né juste 22 ans après l'année 1600. Ce grand poète comique, aux yeux si bons et si tristes, en observant nos travers, a fait rire l'univers. En 1673, il se sentit mal à l'aise en jouant, pauvre Molière, le malade imaginaire. Or, c'était un vrai malade, et quelques heures plus tard, c'était un vrai mort. Beaucoup plus heureux que lui, ces héros vivent encore. Et je vous propose une autre petite leçon. Ça, c'est un clin d'œil aussi à Victor Hugo de la part du professeur Freppel. Le siècle 1800 avait juste 2 ans lorsque Victor Hugo naquit à Besançon, où son père, ce héros, était en garnison. Contre la tyrannie, ayant voulu se battre, sous Napoléon III, il fut mis en exil. Près de 20 ans, il vécut dans une île, écrivant des vers 4 à 4. Dans ses poèmes, tout résonne, notre cœur bat, la foudre tonne, et de l'abîme jusqu'aux cimes, l'écho fait retentir la rime. Poète, romancier, apôtre, ami de tout le genre humain, il est pourtant mort comme un autre en 1885. Pierre, tu t'arrêtes là? Ah oui, c'était la soirée, c'était Brigitte. Ta Brigitte, voilà. Ah, qu'est-ce qu'elle te manque. Bon, alors on va faire place aux jeunes. Donc, Lucie va venir avec Suzanne. Alors, pour la petite histoire, ce sont mes 2 petites filles. Alors, j'en ai une grande, et Lucie, et une petite qui s'appelle, comment? Suzanne. Et donc, Suzanne va nous dire un poème avec Lucie, qui est le plus célèbre de Jean Tardieu, La Môme Néant. Quoi qu'elle dit? À dire un. Quoi qu'elle fait? À faire un. À quoi qu'elle pense? À penser à un. Pourquoi qu'elle dit un? Pourquoi qu'elle fait un? Pourquoi qu'elle pense à un? Existe pas. Mon autre petite fille, mais anglaise, j'ai une très grande famille, il y en a 6, mais là on n'en a que 3 aujourd'hui. Bon alors, Sophia, que vous avez reconnue comme étant la serveuse dans Finissez vos phrases, avait commencé au Théâtre de l'Opprimé sa carrière de comédienne. Bon. Elle fait de la littérature à la Sorbonne, et Balthazar Astier l'accompagne dans un cursus à la Sorbonne qui s'appelle le LEMA, certains le connaissent,
cursus pluridisciplinaire et surtout bilingue, et surtout en anglais et en français. Voilà. Alors, vous présentez vos textes, peut-être les titres, ou je les présente. Vous commencez par les erreurs. Il commence par les erreurs, et ensuite, ça sera le... Pas solipsisme. Hein? Non, c'est le dernier solipsisme. Donc, il y a les erreurs, et puis l'autre, le second, c'est un mot couvert. Je suis ravi de vous voir, bel enfant vêtu de noir. Je ne suis pas un enfant, je suis un gros éléphant. Quelle est cette femme exquise qui savoure des cerises? C'est un marchand de charbon qui s'achète du savon. Ah, que j'aime entendre à l'aube roucouler cette colombe. C'est un ivrogne qui boit dans sa chambre sous les toits. Mets ta main dans ma main tendre, je t'aime, ô ma fiancée. Je ne suis pas votre fiancée, je suis vieille et je suis pressée. Laissez-moi passer. À mot couvert. Qui c'est qui est là quand j'y suis pas? C'est-il bureau? C'est-il la porte? C'est-il parquet? C'est-il le plafond? C'est-il la rue? C'est-il la terre? C'est-il le ciel? Oh, non, non, non. Quand j'y suis plus, il n'y a plus personne. À preuve, c'est que quand je reviens, je ramène tout à la maison. Et voilà la terre. Et voilà le ciel. Et voilà la porte. Et ma maison. Et voilà la rue. Et voilà le parquet. Et voilà le plafond. Un mot couvert. Et puis bon. Solipsisme maintenant. Non, c'est solipsisme, c'était celui-là. Ah, ok. C'est pas grave. Un mot couvert. Savez-vous la nouvelle? Ma foi, non. Il paraît que... Et soyez courageux, attendez-vous au pire. Il paraît que le temps part une nuit sans lune. Vous devinez? Hélas, je n'ai que trop compris. Mon Dieu, est-ce possible? Telle est la vérité. Quoi? Dites-vous que le temps et la nuit... Elle-même. C'était donc pour cela que ces deux misérables... J'aurais dû m'en douter. Ce serait beaucoup dire. Tout s'est passé sans bruit comme un léger frisson pendant un long sommeil. Et nous, les orphelins, qu'allons-nous devenir? Marc-Henri et Daniel, le professeur Frottel, voilà. Alors, Suzanne vous a remis tout à l'heure des petits papiers que vous ouvrirez et il s'agit d'une lettre de l'alphabet et ensuite les comédiens répondront à cette lettre. Le 28 mai. Je rassemble peu à peu les éléments de mon grand ouvrage sur les langages familiaux. Quel magnifique sujet! L'adultération, le morcellement du langage national ou régional à l'intérieur des groupes familiers. Le langage considéré comme un secret de famille. Le patois conjugal. Le sabir amoureux. Les dialectes maternels. L'argot d'appartement. La tendance à l'ésotérisme. Le galimatia, thermomètre de l'affection, etc. Je n'infère pas, je constate. Fidèle à ma méthode, j'accumule les matériaux et déjà quelques fréquences manifestes, une classification se dessine. Je donnerai à chacun des groupes principaux un nom correspondant au document type qui m'a permis de le déceler. Ainsi, grâce aux excellentes observations qui m'ont été communiquées par Georges G. de Tours, par Madame S. de Senlis, par Ida de H. Nice, je puis décrire les rudiments du langage jaguar, de la langue auguste, du patois Champagne nature.
Première observation, le langage jaguar. Madame Charlotte B., 35 ans, sans profession, rentrant chez elle, sonne, puis se cache aussitôt derrière la porte. Scénario connu. Monsieur B., 42 ans, employé d'administration, ouvre, penche la tête à droite, il sait que sa femme se cache à gauche, puis grommelle sur le ton d'un aparté de théâtre, personne. Mon Dieu, que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il fait mine de refermer la porte. Soudain, Madame B. se précipite. Elle imite avec ses mains le geste d'un félin s'apprêtant toute griffe dehors à sauter sur sa proie. C'est la scène jaguar qui commence. La mimique, griffe sortie, rictus découvrant les dents, roulement d'yeux, est accompagnée de grognements, de cris en modulation continue et chromatique en tyrolienne, coupés de rauquements brefs. Puis le jaguar, Madame B., se jette sur sa victime, Monsieur B., qui feint une grande frayeur. À ce moment, Madame B. demande « Miaou ». Si Monsieur B. répond sur gamme ascendante « Ah oh », cela signifie « je suis de bonne humeur ». Si au contraire il dit « Ah oh », sur gamme descendante, il veut dire que ça va mal. S'il répète « Iroum », Iroum, c'est une invitation à aller au cinéma, etc. Nous constatons par cet exemple la survivance dans les mœurs bourgeoises de vestiges totémiques certains, avec l'identification magique, mais aussi avec déviation vers une activité ludique désintéressée. Deuxième observation, la langue auguste. La famille F. Auguste F, 39 ans, homme d'affaires. Madame F, 37 ans, 3 enfants. Joseph, Frédéric, Jean-Claude. La fréquentation quotidienne des enfants a peu à peu amené les parents à incorporer dans le vocabulaire adulte un nombre croissant de termes à déformation enfantine. Exemple, manger se dit maser. Le cheval, le val. La maison, azon. Être en colère se dit faire vous. Le feu, le checheux, etc. Mais la déformation ne porte que sur la dénomination, elle n'entame ni les flexions, ni la syntaxe. Et le propre de la langue auguste est que les adultes de la famille, y compris les grands-parents, oncles, tantes, cousins, etc., la parlent avec le plus grand sérieux, comme s'il s'agissait d'une langue reconnue et classée. Cependant, il a été extrêmement difficile de saisir sur le vif le mécanisme de ce langage, car dès qu'un tiers, un non-initié survient, la famille F recouvre instantanément l'usage du français courant. C'est un secret de famille. La clé ne se donne pas aux étrangers. Il a fallu que ma préparatrice, Madame S. de Senlis, déploie beaucoup d'ingéniosité pour mener à bien son observation. Ainsi, ayant un jour réussi à s'introduire dans le salon sans se faire annoncer, elle a pu surprendre, à travers une porte vitrée, la conversation suivante qui se déroulait dans la salle à manger entre Monsieur et Madame F. Sais-tu, Mame, que j'ai quoi aujourd'hui, mon combatteur, Monsieur Chiffre, alors qu'il cherchait à ouvrir mon tire-tire? Sais-tu, maman, que j'ai surpris aujourd'hui mon collaborateur, Monsieur Chiffre, alors qu'il cherchait à ouvrir le tiroir dans le bureau? Mais je pense que tu l'as égalé. Je pense que tu l'as réprimandé. Monsieur F. Non, je suis resté tranquille. Au mieux que faire vous, je lui ai là le boum, et lui ai dit, Monsieur Chiffre, avoir et vénipu. Non, je suis resté calme, cela vaut mieux que cela
secrétaire. Je lui ai montré la porte et je lui ai dit, monsieur Giffre, au revoir, et ne revenez plus. Mais il va être ici. S'il a vu tes 0-0, il va chercher à te nuire, imitation du sifflement de serpent, s'il a relevé ta comptabilité. Pas peur, il fera pas wawa. Le postier zéro lui a donc un gros 10 francs pour qu'il fasse bloc. Le Gravien ne soufflera pas mot. Le chef comptable lui a remis un chèque important pour qu'il se pèse. Ainsi, la langue auguste présente tous les caractères d'un argot de défense familiale contre le monde extérieur. La jungle sociale, grâce à lui, se hérisse de barbelés linguistiques qui le compartimentent et contribuent à assurer la sécurité du groupe agnatique en couvrant d'un masque d'innocence et d'infantilisme les petits profits, mais aussi les tares et les vilaienies de la tribu. Troisième observation, le patois champagne nature. Nous abordons ici un domaine encore plus délicat, plus secret, plus difficile à saisir. Le langage d'origine érotico-cubilaire. Voir dans Marcel Proust, du côté de chez Swann, dans l'amour de Swann, l'emploi du mot Cattleya. C'est le saint des saints de la langue conjugale et concubinale. Lucienne D. et son ami Joseph J. ont promis de communiquer quelques termes de leur lexique d'alcôve à mon autre préparatrice, Ida de H. de Nice. Ils doivent me les transmettre après études et expériences. J'attends ce document avec une impatience croissante. 30 septembre. La voyelle inconnue. Non, peut-être pas. Donc, tu vas demander la lettre A. Alors, qui est-ce qui a reçu la lettre A? Quel est votre prénom? Marie-Lise. Marie-Lise. Alors, Marie-Lise, c'est Daniel qui va vous répondre. A. A. C'est pas toi qui as le A? Non, c'est moi qui... Ah, c'est Marc-Henri. Alors, c'est Marc-Henri. Alors... D'accord. A. Tu réponds à Marie-Lise. Je réponds, elle est où, Marie-Lise? Elle est là-haut. Je la vois. A. Enfin, A. Marque l'étonnement. Exige une explication ou signifie l'incrédulité. Exemple. C'est Corneille, vous savez, qui a écrit les pièces de Molière. Réponse. Ah. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Ah bah. Réponse polie mais incrédule et au fond indifférente. Exemple. Ma mère Jézabel devant moi s'est montrée. Réponse. Oh. Tu demandes la lettre B. Quel est votre prénom? Eugénie. Eugénie, la lettre B. Je crois que c'est toi. Pierre, tu peux venir pour les autres lettres parce que tu fais partie du lot. Voilà. Baba. 1. Vieille femme russe. 2. Gâteau au rhum. 3. Postérieur. 4. Étonné avec une nuance de consternation. Exemple, dans Corneille, le style. J'en demeure stupide et mon âme abattue. C'est donc il me tue. Stupide ici est mis pour baba. Blabla. Conversation, bavardage, discours trop long. CF à pia-pia et patati patata. Par extension, toutes sortes de textes lus. Exemple, à la radio, il y a deux sortes d'émissions. Le blabla, le parler, et la zizik.
La musique. Brrr. 1. Accueil glacial. Le ministre m'a reçu. Brrr. 2. Épouvante. Brrr, un fantôme. Quelle est la prochaine lettre alors? C'est C. C. Quel est votre prénom? Fanny. Non, Fanny. Alors vous avez voté C. C'est Pierre? Ah non. Qu'est-ce qu'elle a la lettre C? Personne n'a la lettre C. Alors, c'était bien C que vous aviez? C'est quoi? C'est U. C'est U? Après, tu as eu? Bien. C'est pas G. C'est la C. Carré. Ça s'appelle G. Ça te va très bien, ça. Il va vous répondre. C. Car on sait que depuis le meurtre d'Abel par son frère, rien ne va plus très droit dans le monde. Telle est sans doute l'origine de cet adverbe de comportement évoquant un véhicule en mauvais état, trop chargé ou mal équilibré, qui avance lentement, tant bien que mal. Toutefois, d'après les dernières recherches, K.A. ne serait pas l'épouse de K1. Chose. J'ai rencontré Monsieur Chose, Monsieur X. Je me sens tout chose, maladie inconnue. J'ai perdu mes choses, mon eurydice, mes clés, mes illusions, etc. Madame Z est un peu chose, un peu ohé ohé. La chose est grave, cas ou situation. Je viens d'apprendre la chose. Deuil, naissance, vol, assassinat. Allez, oust, aux choses, au cachot. Georges Courtelier. Cucu. Adjectif. Se dit une personne niaise aux idées surannées. Exemple, je trouve le marquis un peu cucu. Par extension, tout ce qui est bébête, mesquin, ridicule. Exemple, la langue cucu. Cuicui. Chant des oiseaux. Exemple, le cuicui des fifis est mimi. Le chant des oiseaux est plaisant. Merci. Merci beaucoup. Alors, D, tu peux faire la lettre D? Qu'est-ce qui est la lettre D? Personne? Personne. Qu'est-ce qu'il avait? C'est quoi? Moi, je m'adresse à personne. Mon nom est personne. Bon, tu le dis? Oui, je le dis. Oui. Dada. 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 Cheval, en langage enfantin. 2. Jouet d'enfant en bois ou en carton représentant un cheval. 3. Idée fixe. Occupation préférée ou préoccupation dominante. Exemple, l'équitation et son dada. 4. Célèbre école poétique au début du XXe siècle par allusion à Pégase, le cheval ailé, symbole de l'inspiration. Merci. Pierre, alors, quelle est ta lettre? La lettre H. Qu'est-ce qu'il y a la lettre I? Laurence. Laurence. Laurence a la lettre H. Dit sur un ton badin, souligne avec ironie une situation scabreuse sur le plan érotique. Voyez ensemble Martin et Martine. Ou bien, la secrétaire de X a pris du ventre depuis qu'elle travaille avec lui. H avec oh là, se dit pour appeler quelqu'un, notamment à la porte d'un terrier, la fontaine. Oh là, Madame la Valette. Il y avait la G. Il y avait la G? Oui. G. Le point G. Ah, c'est Marie-Josée. G. Glinglin. Saint. On ne sait rien sur Glinglin, ni sur l'époque où il a vécu. D'où il suit que la Saint-Glinglin est une fête dont la date ne peut être fixée. Gnognotte.
Dire d'une chose, ce n'est pas de la gnognotte, signifie c'est important, grand, beau, remarquable. D'où il suit qu'une gnognotte doit être quelque chose de mesquin, de médiocre, d'insignifiant, de raté. Mais à vrai dire, personne n'a jamais vu de gnognotte. Gimmi-gimmi, interjection flatteuse, affectueuse et amusée, accompagnant les agaceries que l'on fait à un enfant ou à un adulte bougon et réfractaire. C'est pour le forcer à sourire, notamment en lui chatouillant le dessous du menton. Kili-kili pour les langues germaniques. Alors, quelles sont les autres lettres? F. Ah ben voilà, F. F. Comme flonflon. Subst, plure, musique de bal. Un tralala à grand flafla ne peut se passer de crin-crin ni de flonflon. Alors, ensuite, quels sont les autres? J'ai un P. Alors, P. Oui. Quelle lettre B? Alors, tu demandes le nom, le prénom? Et redemande. Comment t'appelles-tu? Louis. Ah ben c'est pour Louis. C'est pour Louis le P. C'est pour Louis le P. P. Pif paf. Père de gifle. Patatras. Chute soudaine d'un objet ou d'un être en équilibre. Exemple. Patatras Goliath. Autre exemple. Patatras la théière. Bien. Allez, il faut aller jusqu'au bout. T. T. Baptiste. C'est pour Baptiste la lettre T. Toutou. T. Tata. Tata, oui. Sœur du père ou de la mère, de jeune homme de mœurs curieuses. Tonton, tontaine et tonton. Terme de vénerie. Appel du corps pendant les chasses à courre. CF, Jules Laforgue. Et tant les corps ont fait tonton, on fait tontaine. Toutou. Synonyme de sien-sien. Voir ce mot. Par extension, désigne l'obéissance totale. Le citoyen des États modernes est un vrai toutou. Tintin. Bruit du choc de deux verres. Faire Tintin, avoir son verre vide. Par extension, ne rien avoir à boire ou à manger, se priver, faire ceinture, alors que l'on comptait sur un repas. Exemple, Tantale faisait Tintin. Et ensuite, Quelle lettre I? ah mais I, non, là pas. La lettre Z, je crois. Non? Quels sont vos lettres? Il n'y en a plus? Moi, j'en ai plus. Non. Et dans la salle non plus? C'est bon. Bien. Alors, c'est La mort et le médecin de Jean Tardieu qui va être joué par les élèves du cours Mesguich. Et on les en remercie parce que c'est le final de notre hommage à Jean Tardieu. Bonsoir. La hauteur de cette petite académie. Je recommence. Bonsoir. L'auteur de cette petite académie cosmétique comestible de ce spectacle drôle. C'est un éléphant qui l'a écrit, non, c'est un enfant qui l'a écrit, un glaçon, crasson, garçon, de 8 trous 9 dents, virgule, fureté et inventé, fautif et inventif, fluide, intelligent, un garçon intelligent. Cette pièce, il la décline à son bidet, cette pierre, il la néglige à son inné, grenet à son Il l'a imaginé comme il voulait, avec toutes les navirées de montage de son âge.
Purée, j'ai encore plein de textes. Alors, il versera les grandes vérottes, les grenades perses, les grandes nippones. Non, c'est pas ça non plus. Brecht, les adultes, interpréter ses élucubrations. Ça, j'ai réussi à le dire. Yes! Et il les verra mélanger ses reptiles, non, échanger ses répliques puériles. Avec tout le mur frappé d'amurel comme s'il s'agissait de l'œuvre d'un adulte. Je comprends rien à ce que je dis, hein. Oui, vous trouverez ça effectivement très drôle, mais je sais que je baillouffe. Vous savez que je la biouffe, que je la bouffe, que je la fouille, latéralement, que je bafouille. Littéralement, militairement, que je me crampe. Mais j'aime mieux vous le dire franchement, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde pour ce Dixon de moment, à avoir autant de monde autour de toi. Nous, de genoux. Et même dernièrement, et même et je l'avais dit que si pour cette scène je prends l'apéro au début, que si je prends la parole au début, ça va être une catastrophe. Et Framboise Dax ne voudra plus jamais qu'on remette les pieds au théâtre de l'Opérimée pour l'hommage à Dange. Au patron. Enfin bon, c'est pas le sujet. Revenons à nos moucherons, non, à la scène de ce noir soir. La question c'est, que vaut-il mieux, je marche sur des œufs, que vaut-il mieux pour des acteurs? Interpréter de façon enfantine un texte sérieux ou jouer avec sérieux un sexe massif? Texte naïf. Enfin bon, voilà, maintenant, place aux artistes. À vous de juter. Je te l'avais bien dit ce matin que tu serais malade. Tiens, prends ce remède. Il est très bon ton remède. C'est toi qui l'as fait. Oui, avec du vin, un peu de beurre, de la salade cuite. Et du sable, naturellement. C'est tout à fait ce qu'il me fallait. Maintenant encore. Je reviendrai. Je te croyais malade. Oui, je serais malade quand le docteur arrive pas. Alors, qu'est-ce que tu fais? J'écris des vers. Encore? Mais ce ne sont pas de vrais vers. Ah bon. Alors, viens plutôt jouer avec moi. À quoi? À la cuisine. Tu sais bien que tu as invité la dame du métro. Ah oui, c'est vrai! Qu'est-ce qu'on va manger? Eh bien, de la soupe pour commencer. Oui, de la soupe! Casserole! Ah! Là-bas! Oui, ça va? Oui, ça va? Ah, ça va. Il faut appeler sa mère. Voilà, des carottes, des poireaux, des pommes de terre. Bien, maintenant il faut les cuire. C'est bon, c'est cuit. Vite, le docteur! Ah oui, bien sûr. Non, il n'y a pas de souci, mais bien sûr. Oh, elle est là, ça va? Elle est là, ça va? Il faut appeler sa mère. Ça
permettez-moi de vous embrasser. Sur mon dépistage. N'ayez pas peur, je m'y connais. Ah, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Je suis malade, docteur. J'ai pris froid au bureau. Décidément, très dangereux le bureau. Vous avez de la température? Ah oui, docteur, il a de la fièvre depuis tout à l'heure. Montrez-moi votre main. Elle est bien sale. Vous vous lavez souvent? Pas souvent, docteur. Il n'y a plus de savon. C'est juste, c'est juste. Et votre langue? Un peu noire, je parie que vous avez mangé de la réglisse. Oui, docteur, j'achète de la réglisse au bureau. Ah, décidément, très dangereux! Très dangereux, le bureau. Comment vont vos pieds? Non, ils vont bien, merci. Ils sont aussi simples que vos mains. C'est à cause des chaussures. Oui, mais c'est mauvais. Ça doit être la rougeole. Vous souffrez d'un symptôme. Mais qu'est-ce que c'est que ça, un symptôme? C'est une maladie grave. Une grave maladie. On en meurt. Non! Pas maintenant! C'est pas encore la fin de la semaine. Oh, mon amour, ma femme. La mort qui a sucé le miel de ton haleine n'a pas encore eu d'effet sur ta beauté. Elle ne t'a pas conquise. Tiens, qu'est-ce qui peut sonner à cette heure-ci? Bonjour tout le monde. J'espère que je ne vous dérange pas. Oh, tu tournes! C'est la dame du métro qui vient manger avec nous. Je me connaisse. Je vous en prie, asseyez-vous. Oh non! Ça va, chef? Non! Il y a rien. Bon, maintenant, ça suffit! Le docteur achève, mon mari. Je suis à vous dans un instant. Ne vous pressez pas. J'attendrai. Je vais vous faire votre ordonnance. Avez-vous du papier? Tenez, docteur. Alors. Mon boulin, putain, il y a ta place. Voilà! Merci, docteur. Combien je vous dois? 5000! C'est-à-dire que j'ai pas de pantalon, hein. Merci et au revoir. Je reviens dans 1 heure, voir si ça va mieux. Chère dame du métro, je vous ai fait venir ici parce que je vous aime. Moi aussi. Des méchants. Faites-moi un enfant. Tout de suite. Allez, voilà! Oh, c'est un garçon! Merci, ça nous fera des allocations familiales. On va être riches. Et moi, je me sens vraiment bien! Tu n'es plus malade? Non, il va beaucoup mieux pour le moment. C'est bien embêtant. Pourquoi? Parce que je suis... la mort. Il va falloir que je revienne. C'est la mort, vous ne le disiez pas! Vous voulez vous ficher le camp! Je reviendrai. Bonjour. Alors, comment va mon malade? Très mal, docteur. J'ai les pieds de plus en plus sales. Ah, très mauvais ça. Très très grave. Je crois qu'il va mourir. Ça se pourrait bien.
demander avant de mourir? Volontiers, quoi donc? Il aimerait jouer au médecin. Rien de plus facile, je lui apprendrai. Ah bon, alors, faites un effort, et vous prenez sa place pour lui donner sa leçon de médecin. C'est tordant, moi qui ne suis jamais malade. Prenez ma main. Qu'est-ce que je dois faire? Dites 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, vous savez compter, vous ferez un bon médecin. Maintenant, regardez ma langue. Oh, mais je vois une petite mouche sur le bout. Je vais faire l'opération, mademoiselle. Apportez-moi une pince à sucre. Ça doit être la dame du métro. Je savais bien qu'il ne lui restait plus très longtemps à vivre. Je viens le chercher pour l'emmener au cimetière puisque je suis la mort. Alors, je ne suis pas malade, je suis médecin. Ça ne fait rien, vous êtes mort, on va vous enterrer. Au moment où j'emmène quelqu'un, moi, ça veut dire, allez, c'est pas vous. On y va. Au revoir. 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 Alors, on se dit au revoir et à l'année prochaine. À l'année prochaine.